ça c'était aussi une idée forte de la présentation italienne, c'est cette idée de pouvoir dialoguer en utilisant les mêmes termes, en se comprenant mieux et en se rapprochant, puisqu'il y a des différences évidemment historiques, culturelles, sociales, etc., qui font qu'il est important de pouvoir faire ce travail de dialogue et de compréhension mutuelle. Évidemment, une chose tout à fait très pratique, se donner la possibilité de financement complémentaire, d'accéder à ces financements. Et là, bon, évidemment, on a vu que c'était quand même à la fois limité et que ça a entraîné quand même des procédures et des dispositifs et du temps aussi, on l'a dit au niveau de l'exemple de nos amis qui nous accueillent en ce moment. C'était une opération qui demande du temps, de la patience et évidemment beaucoup de travail. Mais enfin, ça permet quand même d'accéder à des possibilités de financement complémentaires. L'ouverture aussi sur la proximité, c'était une idée forte de nos amis italiens qui ont dit, à la limite, bon, nous sommes, l'Italie, mais c'est valable aussi pour la France et l'Espagne, nous sommes limitrophes des pays du Maghreb, à part que la frontière est un peu large, puisqu'il y a de l'eau qui passe entre les deux frontières, mais donc il y a aussi cet avantage. Contribuer à la création d'un espace méditerranéen, donc ça c'est aussi une dimension peut-être plus ambitieuse, à plus long terme, mais enfin ça fait partie de cet effort de coopération. Jouer la complémentarité entre les territoires et les produits à valoriser, ça a été largement abordé. Territoire, par définition, il ne s'agit pas de modèle, mais il s'agit de tirer les leçons et de pouvoir faire on va dire, des raccourcis qui permettent de gagner un peu de temps. Pouvoir s'autonomiser partiellement des tutelles étatiques et des financements externes, ça aussi, ça a été, je pense, abordé pendant les 2 jours même, pas simplement ce matin, le fait de s'autonomiser en termes de tutelle de l'État, puisque ça c'est l'enjeu, un des enjeux les plus importants dans des expériences de développement local dans vos pays, par rapport à l'emprise, entre guillemets, qui peut être positive ou négative, selon certains cas, du pouvoir public, des pouvoirs publics et de leur tutelle. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais il y en aura certainement d'autres, et peut-être serait intéressant de la classer par catégorie d'avantages, certaines catégories plutôt que d'autres, etc., et peut-être même d'estimer le poids de ces différentes potentialités. Mais enfin, bon, ça donne quelques points de repère. Je pense que ça montre la richesse des expériences présentées et des potentiels que cela représente pour la coopération. Mais évidemment, il y a aussi des contraintes qui ont été signalées. Déjà hier, il a été dit qu'il fallait vraiment tenir compte des caractéristiques spécifiques des zones du Sud pour ne pas plaquer ou pour ne pas transférer des procédures ou des dispositifs qui correspondent à un environnement différent, compte tenu du niveau de développement, compte tenu de l'histoire, de la sociologie, des habitudes de travail, etc. Et puis du contexte légal, juridique, politique de chacun des pays. Mais enfin, donc, pour pouvoir faire cette coopération, il faut vraiment tenir compte de ces caractéristiques spécifiques. Une autre contrainte qui a été soulevée par nos amis italiens notamment, mais par d'autres aussi, c'est le fait que l'information soit inexistante ou en tous les cas d'accès difficile. L'information, pour pouvoir faire cette coopération, pour pouvoir échanger, pour pouvoir faire des choses ensemble, on a un accès difficile à cette information, ou des fois même elle n'est pas disponible. La nécessité d'avoir une vision commune de la coopération, ben ça on l'a ressenti aussi pendant les discussions, comprendre exactement ce
que les termes veulent dire, ce qu'il y a derrière. La difficulté de trouver des partenaires, même si on a la volonté de pouvoir coopérer, il faut quand même se trouver, il faut pouvoir se contacter et pouvoir établir des protocoles ensemble, etc. Donc il y a ce problème de connexion entre les différentes parties prenantes. La difficulté de monter des projets, on a vu que les procédures étaient souvent lourdes, compliquées, que ça prenait du temps. De satisfaire les procédures justement qui sont imposées par certaines sources de financement notamment, et de mobiliser ces financements. C'est une contrainte qui pèse assez fortement et on peut espérer que l'existence de réseaux, l'existence de partenaires organisés, que ce soit au niveau des territoires locaux, mais que ce soit au niveau de l'union de ces différentes associations, puisse faciliter les choses. Le cadre légal et juridique qui est souvent inadapté à ce type de coopération entre territoires ou entre membres de la société civile, enfin entre associations. Dans vos pays, bon, certains ont souligné l'existence assez avancée d'une organisation, même au niveau de l'État, qui soutient ce genre d'initiative, mais généralement, donc, il y a toujours des embûches et des difficultés à avoir à surmonter pour pouvoir réaliser ce souhait de coopération. Le fait que souvent dans vos pays les infrastructures de base sont insuffisantes et donc ne sont pas présentes, disons, et ne permettent pas justement d'entreprendre des actions nouvelles ou innovantes, parce qu'il y a des priorités. Si on vient vous parler de plantes médicinales et puis que en fait la priorité c'est le désenclavement, ou je ne sais pas, il y a d'autres priorités en termes d'infrastructures et permettre à la fois gagner du temps, à la fois d'influer sur le cadre légal, à la fois de faciliter ces obstacles que constituent les différentes procédures et les recherches de financement, donc devrait aider dans l'établissement de coopération. Bon, ce petit balayage a porté surtout sur ce qui a été fait ce matin, c'est-à-dire la coopération nord-sud, mais je pense qu'il serait utile, en tous les cas parmi les travaux préalables en quelque sorte, que soient posées aussi les difficultés et les atouts, aussi les avantages d'une coopération sud-sud. Et quand on voit ce qui est possible de faire d'un pays à l'autre, donc ça sera le cas des travaux du réseau, d'essayer de surmonter ces contraintes. Comment on peut financer son fonctionnement? Quel est son rôle? Il y a deux animateurs pour ce groupe de travail, c'est Jean Bassed et Mariam El-Wanchi. Le deuxième groupe de travail, c'est les activités d'appui technique pour élaborer et financer les projets. Des appuis différents, que ce soit les appuis individuels ou collectifs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre de réseau? Est-ce qu'on met en place des formations? Est-ce qu'on met en place des séminaires? Vous aurez à discuter de tout ça dans le deuxième groupe de travail qui est animé par M. Hasni et M. Paul Mignon. Le troisième groupe de travail discutera de tout ce qui est information, communication, journal, mise en réseau, site web, tout ça pour le réseau. Et c'est Séverine et moi-même qui animerons ce groupe. Et le quatrième, c'est le groupe de travail tous